Jean-Michel Vernochet, la signature du traité aujourd'hui à Lisbonne vous inspire quoi? Ben, elle m'inspire un sentiment extrêmement mêlé, à la fois les, les Français authentiques et les vrais Européens souhaitent qu'il y ait une organisation de l'Europe. Nous en avons besoin, ne serait-ce que pour assurer notre sécurité énergétique, pour régler les questions sanitaires au niveau européen, puisque maintenant nous sommes dans une économie mondialisée. Tout le monde a entendu parler du syndrome de la grippe aviaire ou du syndrome de déficit respiratoire qui arrive de l'Est. On a besoin d'une politique unifiée. L'Europe est une nécessité. Je me plais même à dire de temps en temps que l'Europe est aujourd'hui la profondeur de champ stratégique de la France, une profondeur de champ stratégique qu'offrait autrefois la France d'outre-mer, mais qu'aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc l'Europe est la chose à la fois la plus importante qui soit, mais pas n'importe quelle Europe. Une Europe qui soit réellement au service des hommes et des peuples. Mais pourquoi cette Europe qui a été définie, je veux dire, ou un peu plus définie, je veux dire, aujourd'hui à Lisbonne, vous inquiète plus que celle qui existe actuellement? Elle m'inquiète parce que c'est une Europe abstraite. C'est une Europe qui est bâtie sur prétendument donc des valeurs, mais ces valeurs sur des cahiers des charges, on appelle ça les critères de convergence, mais qui sont applicables. Alors c'est du juridisme pur. Et on ne tient pas compte des réalités. Pourtant, je disais ce matin sous la plume de M. Barnier, qui est notre ministre de l'Agriculture, que l'on devait tenir compte des hommes, des héritages, d'une réalité qui soit, il faut bien dire des mots qui fâchent peut-être, des réalités qui sont d'ordre charnel, organique. L'Europe existe depuis fort longtemps, et même elle préexiste à la notion d'Europe. L'Europe existait en soi, avant même que des politiques aient pensé à l'organiser, ou ils pensaient même à la nommer. L'Europe existe depuis Rome, et même depuis avant Rome. Ce sont les peuples qui la composent, et qui se sont fondus petit à petit pour donner cette réalité, cette entité actuelle, présente. Mais elle a toujours été abstraite, je pense, pour les citoyens européens. L'idée est abstraite, mais la réalité, elle est concrète. Nous avons tous des origines communes, même si nous parlons des langues, d'un côté des langues germaniques ou anglo-saxonnes, et de l'autre côté des langues romanes. Nous sommes tous nés du même foyer, du même creuset de peuples à l'origine. Et je crois qu'il faut remonter aux origines. Un fort savant italien, dont le nom m'échappe à la minute même, vient de sortir un très gros livre que je recommande. Je crois qu'il est édité par Fayard, sur l'origine commune des peuples d'Europe, les peuples primitifs. Et lui fait remonter cette Europe même à 500 000 ans, vous voyez. Et ce n'est pas un ouvrage de fantaisie, c'est quelque chose de sérieux qui s'étaye, notamment sur un patrimoine de symboles qui plus tard deviendront des symboles religieux, tous ces dessins qu'on retrouve sur les grottes montrent qu'il y a une unité de l'esprit européen. Et cet esprit, il n'est pas détaché, il n'est pas désincarné. Il a pour support des hommes qui habitent justement cette terre, qui sont enracinés dans cette terre d'Europe, dans sa diversité, je dis bien dans sa diversité, depuis des millénaires. Je comprends très bien, je veux dire, vous exprimez ce qui ne vous plaît pas dans l'Union européenne actuellement, mais qu'est-ce qui vous plaît, je veux dire, ce que vous souhaiteriez? Alors le projet me semble essentiel, encore une fois, les fleuves n'ont pas de frontières, les nuages non plus, et nous devons organiser cette Europe, ne serait-ce que cette Europe d'une Europe de l'environnement, une Europe de la santé, une Europe de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique. Mais ce qui ne me plaît pas, c'est qu'en fait, derrière le masque Europe se profile une sorte de grand marché, d'espace indifférencié, puisque les critères de convergence permettent de faire entrer n'importe qui, aussi bien que l'Ouzbékistan. Mais c'est l'Europe anglo-saxonne, je veux dire, que vous définissez. Ce que je définis, c'est l'Europe des européistes. L'Europe n'est pas si... Ce que souhaite Londres, en fait, depuis toujours. Ce que souhaitent certains Londres, Madame Thatcher ne voulait pas de l'Europe. Aujourd'hui, l'opposition des Tories ne veut pas de l'Europe telle qu'elle est. Ce sont des gens qui sont extrêmement prudents. Ils veulent bien qu'il y ait une Europe qui soit ce grand marché, à condition qu'ils en soient en dehors. Donc dire que c'est l'Europe anglo-saxonne, oui et non. C'est l'Europe des européistes qui ont une conception abstraite à la fois de l'homme, des sociétés, des peuples, et qui effacent les peuples pour homogénéiser une sorte de vaste marché. Je peux conclure ou résumer mon propos en disant que l'Europe qu'on cherche à nous imposer aujourd'hui est non seulement une Europe des marchands, mais c'est une sorte de cache-sexe à la mondialisation. Tout à fait.
Parce qu'il y a plusieurs pays qui sont européens mais qui n'appartiennent pas à l'Europe, comme la Suisse par exemple ou la Norvège, qui passent des accords bilatéraux avec l'Europe. Et en soi, je veux dire, c'est comme s'ils étaient dans l'Europe. Sans être... Tout à fait. Ils sont en fait dans l'Europe. Ils en ont certains avantages, et même de grands avantages, sans en avoir les inconvénients. Sans doute est-ce là un choix tout à fait sage. La Norvège est quasiment indépendante du fait de la manne pétrolière extraite de la mer du Nord, au moins encore pour un certain temps. Quant à la Suisse, eh bien, on sait qu'elle est... C'est un exemple de démocratie, si l'on peut dire. Donc, ils n'ont pas un besoin pressant mais à terme, sans doute, seront-ils absorbés par cette Europe si elle s'arrime aux États-Unis, comme le souhaite aujourd'hui M. Balladur, qui est, il ne faut pas l'oublier, l'homme qui a été nommé par notre président pour préparer la réforme constitutionnelle. Nous allons passer sans mot dire de la 5e à la 6e République avec des petits replâtrages, des petits repeignages, mais nous y allons. Et M. Lang, d'ailleurs, a été associé, et l'on parle tout à fait ouvertement aujourd'hui à Paris de l'entrée de M. Lang, une entrée prochaine dans le gouvernement. Cela vous dérange, je veux dire que cette nouvelle Europe passe, je veux dire, qu'il n'y a pas de référendum, je veux dire que ça va passer par un vote des parlementaires. Alors on nous dit que ce n'est plus la Constitution, qu'il n'est plus question de Constitution, mais qu'aujourd'hui c'est un traité comme un autre, et que les traités, effectivement, dans la tradition et selon la loi, les dispositions légales françaises, les traités sont ratifiés par les parlements. Donc à ce titre-là, il n'y a rien à dire. Sauf que ce traité... et là aussi, je parlais de Cachex tout à l'heure, est un faux-né, alors pour le coup, de la Constitution. La Constitution est là, elle est bien là. Au lieu d'avoir un ministre des Affaires étrangères européen, nous allons avoir un haut représentant. Non, mais... voilà, il n'y aura plus le nom. Là, on fait une sorte de petit escamotage sémantique. Il n'y aura plus le nom, mais il y aura la réalité. Hein, nous, on parle toujours, on joue entre les réalités et les mots, entre les mots et les choses. Enfin, l'ancienne Constitution, si M. Chirac n'avait pas fait d'erreur de faire un référendum, vous savez très bien que ça serait passé au Parlement français comme une lettre à la poste. Était-ce une erreur? M. Chirac était un personnage erreur politique, j'entends. Plus complexe qu'on l'imagine. Il a commis une grande erreur politique lorsqu'à l'initiative de M. Villepin, il avait dissous l'Assemblée. Si je me souviens bien, c'était... j'ai oublié. 97. En 97, voilà, ça c'était une grande erreur. Le référendum, était-ce une erreur politique ou était-ce un calcul? Erreur politique dans la mesure où il a perdu, je veux dire. Mais oui, c'est vrai, parce qu'il s'était engagé personnellement. Personnellement, mais autrement, je veux dire, le Parlement aurait voté à 90% pour cette Constitution européenne. Peut-être, mais aujourd'hui nous ne nous trouvons plus dans le même cas de figure. Les Français et les Européens, puisqu'il y a eu aussi un vote négatif de la part des Hollandais, il y aurait eu un vote négatif de la part des Anglais et des Polonais s'ils avaient été consultés comme cela a été prévu. Les Européens donc sont confrontés aux réalités de l'Europe. Or les réalités, ce sont les délocalisations, ce sont les friches industrielles, c'est une protection, ne parlons pas d'État-providence, mais un tissu de protection sociale qui est en train petit à petit de se dissoudre, même s'il est encore préservé en France. On sent aujourd'hui que tout ce qui constituait l'essence même de l'Europe telle qu'on pouvait la désirer et la rêver, tout cela s'est évanoui comme un rêve. Et maintenant, c'est bien un mauvais rêve.